Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil né de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps ce mercredi avec l'investiture du Conseil souverain. Les images dans cette édition. Au Cameroun, les réactions se poursuivent après la condamnation d'Ayouk Tabé et 9 autres leaders séparatistes anglophones à la prison à vie. Ils étaient accusés de sécession et d'hostilité contre la patrie. Et puis au Niger, les employés de l'opérateur de téléphonie mobile Orange ont entamé mardi une grève de 2 jours. Objectif, obtenir des négociations salariales et débattre de l'avenir de l'entreprise en quête de repreneurs. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Soudan, la transition vers un pouvoir civil né de l'accord historique entre les militaires et la contestation a pris corps ce mercredi avec l'investiture du Conseil souverain. Cette intronisation doit être rapidement suivie de la nomination d'un Premier ministre de consensus. Voici les images. Le Conseil souverain intronisé ce mercredi remplace le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril dernier. Pour la première fois en 3 décennies, le Soudan n'est désormais plus exclusivement dirigé par des militaires, même si l'armée doit, dans un premier temps, conserver la tête de la nouvelle instance. Le chef du Conseil militaire sortant, le général Abdel Fattah al-Burhan, a prêté serment comme président du nouveau Conseil souverain ce mercredi matin, peu après 9h GMT. Vertu de son uniforme militaire et coiffé de son habituel béret vert, il a été intronisé lors d'une courte cérémonie, une main sur le Coran et un bâton de maréchal sous le bras. Les autres membres de la nouvelle instance, 5 civils et 5 militaires, ont prêté serment peu après. Le Premier ministre choisi par la contestation, Abdallah Hamdok, doit à son tour être nommé ce mercredi. Selon les termes de l'accord officiellement signé samedi, le général Burhan sera aux manettes du Conseil pendant 21 mois et un civil lui succédera pour le reste des 33 mois de transition prévus. La formation de cette instance survient après des mois de manifestations des Soudanais qui réclamaient un pouvoir civil sur fond de graves situations économiques. Restons au Soudan où le général Abdel Fattah al-Burhan a été investi ce mercredi chef du Conseil souverain chargé de piloter la transition. L'homme qui a longtemps été un inconnu du grand public est surtout resté discret après avoir été propulsé par l'armée à la tête de l'État dès avril après la chute d'Omar el-Béchir. Mais qui est véritablement Abdel Fattah al-Burhan, le nouveau numéro 1 des Soudanais? Élément de réponse à travers ces images. Après avoir joué ces dernières années un rôle clé, mais tout aussi discret, dans l'engagement soudanais au Yémen, Abdel Fattah al-Burhan est sorti de l'ombre le 12 avril dernier en prenant les commandes du Conseil militaire de transition au lendemain de la chute d'Omar el-Béchir, renversé après des mois de contestation populaire. L'un des principaux atouts du quinquagénaire fut alors son anonymat quasi absolu. L'homme n'a jamais été sous le feu des projecteurs. 4 mois après avoir été placé à la tête du Conseil militaire, le général Burhan a continué à adopter une posture discrète, laissant volontiers la vedette à d'autres hauts gradés du Conseil militaire, notamment à son numéro 2, Mohamed Hamdan Dagalo. Durant sa carrière, le général Burhan, un temps attaché de défense à Pékin, a surtout été un très haut gradé de l'armée. Né en 1960 à Gondatou, un village du nord de Khartoum, Abdel Fattah al-Burhan a fait des études dans une école de l'armée dans son pays, puis en Égypte et en Jordanie. Marié et père de 3 enfants, il a été commandant de l'armée de terre avant qu'Omar el-Béchir le nomme inspecteur général de l'armée en février dernier. Militaire de carrière, le général Burhan n'a pas de sensibilité politique.
Autre actualité dans cette édition, au Cameroun, le procès du principal opposant Maurice Kamto, écroué depuis janvier, débutera le 6 septembre prochain devant un tribunal militaire de Yaoundé. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi son avocat et responsable de son parti. Maurice Kamto est notamment poursuivi pour insurrection et hostilité contre la patrie, arrivé en deuxième position lors de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Maurice Kamto avait été arrêté ainsi qu'environ 150 personnes à la suite d'une manifestation le 26 janvier 2019 à l'appel de son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, qui considérait la victoire de Paul Biya comme un hold-up électoral. Enlevé le 5 janvier dernier dans un hôtel d'Abuja par des hommes de la sécurité intérieure nigériane, le leader des sécessionnistes anglophones Julius Ayub Tabé a été condamné mardi en compagnie de 9 autres leaders séparatistes à la prison à vie. Ils ont également écopé d'une amende de 250 milliards de francs CFA, une condamnation jugée trop sévère par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Reportage Narcisse Oum. Julius Ayub Tabé, président autoproclamé de l'Ambazonie, vient d'être condamné à la prison à vie à l'issue d'une interminable audience. Mardi matin, le tribunal militaire de Yaoundé a reconnu les 10 leaders séparatistes anglophones coupables de tous les chefs d'accusation retenus contre eux, outre la prison à vie. Le tribunal a également condamné les 10 hommes à payer une amende de 250 milliards de francs CFA au gouvernement pour les dommages civils et 12 milliards de francs CFA pour les frais judiciaires. La directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale condamne la procédure. Il est décrété la fin de leur vie. De manière irrévocable, le REDAC s'insurge et condamne sans vergogne ce simulacre de procès. C'est tout simplement inacceptable une telle plaisanterie judiciaire inique et cynique sans précédent dans un État dit de droit. Aussi, nous tenons pour principal responsable le gouvernement camerounais d'un éventuel chaos qui pourrait survenir de ce déni de justice. Pour la sentence, la preuve convaincante et irréversible de la non-séparation du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Je demande sans condition de la libération immédiate d'Ayub Sissoko Tabé, Mancho Bibixi et autres, leurs co-accusés et toutes les personnes interpellées dans le cadre de cette crise et celle de la post-électorale. Les avocats des séparatistes n'ont pas encore indiqué s'ils allaient faire appel à cette décision. Il faut dire que les réactions fusent de partout au Cameroun après la condamnation d'Ayub Tabé et 9 autres leaders séparatistes anglophones à la prison à vie. Moi, je crois que pour le Cameroun, en réalité, ce n'est pas comme ça que ce problème devrait s'arranger. On devrait, au lieu de le condamner comme ça, voir comment amnistier tout le monde, amnistier tous ces gars et que la paix revienne au Cameroun. Qu'ils cherchent à voir comment faire revenir la paix. Parce que si on commence par les condamnations, je ne crois pas qu'on va en arriver. Moi, je pense que c'est de l'huile qu'on a versée sur le feu parce que au moment où tout le monde s'attendait à un dialogue, il fallait une grâce présidentielle déjà même pour n'est-ce pas, du moins, les libérer tous pour qu'on puisse s'asseoir et causer. Je pense que ce n'est pas une bonne chose parce que là, déjà, dans le pays, on cherche déjà la paix, on parlait de la paix. Mais si on condamne M. Ayub Tabé en vie, mais moi je ne trouve pas que c'est bon. 24 soldats ont été tués lundi lors d'une attaque d'envergure de groupes armés terroristes dans le nord du Burkina Faso. Il s'agit là de l'attaque djihadiste la plus meurtrière qu'a subie l'armée burkinabé. Selon le chef de l'État burkinabé qui s'est exprimé à l'issue de cette attaque, le Burkina Faso ne cédera pas aux menaces terroristes. Reportage. Après l'attaque qui a frappé une base militaire dans le nord du Burkina Faso ce lundi, le président Roch-Marc Christian Kaboré, dans un message à la nation, a déclaré que le pays peut gagner la guerre contre le terrorisme. Je voudrais à ce stade saluer et présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui sont concernées
Je voudrais également saluer le martyre de ces hommes qui se sont battus dans le cadre de la défense de la patrie. La guerre contre le terrorisme est une guerre de longue haleine. Et dans cette guerre, nous gagnerons des batailles, nous en perdrons, mais ce qui est important, c'est que nous puissions gagner la guerre. Je voudrais profiter de cette opportunité pour saluer l'engagement de nos forces de défense et de sécurité dans ce combat difficile et dire que nous sommes de cœur, et je suis convaincu, le peuple burkinabé de cœur avec eux dans ce combat qu'ils mènent. L'attaque de Koutougou, dans laquelle, selon un dernier bilan, 24 soldats ont été tués, 5 sont portés disparus et 7 autres ont été blessés, est considérée comme la plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabées depuis le début des attaques terroristes en 2015. Au Niger, les employés de l'opérateur de téléphonie mobile Orange ont entamé mardi une grève de 2 jours. Objectif, obtenir des négociations salariales et débattre de l'avenir de la filiale nigérienne de l'entreprise française en quête de repreneurs. Une grève de 2 jours largement suivie sur l'ensemble du territoire et qui pourrait être reconduite si le personnel n'obtient pas satisfaction de ses revendications. Je vous propose à présent les explications de Hashimou Tinao Ali. Il est le délégué du personnel d'Orange Niger. Notre employeur nous a fait savoir qu'il est plutôt dans une démarche de vendre l'entreprise et quitter, ce qui a choqué beaucoup de travailleurs parce que tout le monde a mis du sien pour faire en sorte que l'activité soit maintenue. Cependant, nous n'étions pas fermés à l'idée qu'il puisse vendre l'entreprise. C'est son choix. Nous sommes des travailleurs. Nous avons émis toutes nos inquiétudes par rapport à la révision salariale qui n'avait pas été mise en œuvre, ainsi que aussi les conditions de reprise. Malheureusement, à la date où je vous parle, il parle d'un accord de principe avec Télécel RCA, mais rien ne conclut. Et sur les échos qu'on a, le repreneur ne garantit l'emploi que sur 2 ans. Alors que nous avons tous les salariés de l'entreprise qui sont en CDI. Ensuite, à terme, ce repreneur-là ne compte garder que 120 emplois. En gros, pour le moment, on nous garantit un emploi, mais dans 1 an ou 2 ans, le repreneur sera amené à faire un licenciement pour motif économique ou organisationnel pour diminuer l'effectif. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes 388, donc certainement les 2 tiers vont faire partir. Ils vont faire partir les 2 tiers pour ne garder que les 120. Et pour revenir justement à la relation que nous avons avec notre employeur, nous avons trouvé que ce n'est pas convenable qu'il puisse partir et laisser le processus de révision de notre accord salarial en suspens. Parce que nous sommes certains que le repreneur, lorsqu'il viendra, n'injectera pas ce que nous avons négocié avec notre repreneur. Il va plutôt jouer la carte de je viens d'arriver, laissez-moi découvrir d'abord le marché avant de prendre toute décision. Donc nous avons organisé une assemblée générale avec l'ensemble des travailleurs la semaine passée, où nous avons analysé la question, étudié toutes les situations et nous avons décidé d'introduire une revendication salariale que l'employeur nous reverse 18% du chiffre d'affaires réalisé en 2018. L'entreprise a réalisé 52 milliards de chiffre d'affaires et nous estimons que c'est quand même nos efforts qui ont produit cette richesse. Le moindre mal qu'ils puissent faire, c'est aujourd'hui nous reverser une partie de ces efforts-là. Voilà, fin de ce JT. Merci de l'avoir suivi.